La séance est ouverte. Le compte-rendu analytique de la précédente séance a été distribué. Nous n'avons pas reçu à cette heure d'observation. Y en a-t-il en séance? Je n'en vois point. Il est donc adopté sous les réserves d'usage. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Notre séance est naturellement retransmise en direct sur Public Sénat, sur notre site internet, et chacun sera attentif au respect du temps, d'autant que nous sommes dans une séquence de 15 questions, et naturellement au respect des uns et des autres. Je donne immédiatement la parole au président François Patriat pour le groupe de La République En Marche. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues. 7 minutes. 7 minutes ont suffi pour plonger la préfecture de police dans l'un des drames les plus douloureux de son histoire, et la France dans l'incompréhension et dans la stupeur. Ce sont les mots du chef de l'État. Ils ont été forts, ils ont été justes. Au nom des sénateurs du groupe La République En Marche et de tous mes collègues, je souhaite joindre notre solidarité unanimement exprimée à l'égard des familles, des victimes et de l'ensemble des forces de l'ordre. Le 3 octobre, la France a été frappée au cœur des symboles même de l'ordre républicain. L'heure est à la peine, l'heure est à la douleur. Nul doute que l'enquête judiciaire permettra de faire toute la lumière sur les circonstances de ces actes et sur les motivations de leur auteur. Mes chers collègues, nous devons faire bloc. C'est la raison pour laquelle je souhaiterais saluer le travail des services de renseignement qui, quotidiennement, déjouent nombre d'attentats, et ce, aux 4 coins de l'Hexagone, 59 attentats déjoués depuis 2013. Monsieur le Premier ministre, vous avez rappelé ô combien l'État entend lutter avec force et détermination contre les dysfonctionnements éventuels dans l'ensemble de nos institutions. Sachons traquer partout, au cœur des services de l'État, dans nos écoles, nos transports, nos hôpitaux, la radicalisation. Nous devons pour ce faire trouver les moyens permettant de lutter efficacement ce fléau. Vous avez saisi l'inspection des services des renseignements d'une double mission, Monsieur le Premier ministre. Une centrée sur les faits qui se sont déroulés à la préfecture de police de Paris, sur les éventuels signalements, une sur l'ensemble des services de renseignement spécialement impliqués dans la lutte contre le terrorisme. Alors, Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous évoquer les pistes de travail mises en place pour prévenir les dérives et les dysfonctionnements potentiels dans ce domaine ô combien difficile? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre, Édouard Philippe. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Patriat, faire bloc. Faire bloc, c'est l'un des termes que le Président de la République a utilisé hier dans la cour de la préfecture de police de Paris pour dire quelle était la réaction de la nation face à cet attentat commis en plein cœur d'un des symboles, d'un des moteurs de l'ordre républicain en France. Faire bloc, c'est d'abord faire bloc avec ceux qui restent. La famille des 4 agents tués brutalement jeudi dernier, avec les époux ou les conjointes, avec les enfants, avec les parents, les amis, avec les collègues, avec tous ceux qui ont assisté à l'attentat ou avec tous ceux qui, n'étant pas présents, doivent continuer à vivre avec cette brutalité et cette absence. Faire bloc, c'est aussi assumer que la nation dans son ensemble, l'État, mais au-delà de l'État, la nation, sont unanimement soudés par le désir de gagner ce combat, ce long combat, ce difficile combat qui a été engagé par notre pays, par notre société, par notre État, par notre République, contre l'islamisme radical, le terrorisme qui, au nom du dévoiement d'une religion, entend remettre en cause ce que nous sommes et ce à quoi nous aspirons. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, hier, à l'Assemblée nationale et aujourd'hui devant le Sénat, je veux dire que le gouvernement ne se placera jamais dans la position de dire que tel ou tel, à telle époque
ou dans tel service aurait, en la matière, n'aurait pas été à la hauteur des enjeux. Je veux le dire très simplement, très sincèrement. À partir de 2015, les gouvernements qui se sont succédés ont fait de leur mieux pour parer les urgences les plus pressées, pour éviter, dans toute la mesure du possible, la commission de nouveaux attentats. Et même si l'on peut, et c'est bien légitime dans une démocratie, les critiquer politiquement, il faut dire et assumer et probablement être fiers collectivement de ce que, face à ces horreurs et face à ces actes, ils ont pris des décisions qui toutes allaient dans le bon sens. Je veux le dire très simplement, mais très sincèrement. De la même façon, Monsieur le Président, j'ai dit que faire bloc, ça ne voulait pas, en la matière, aller chercher telle ou telle responsabilité dans tel ou tel bureau. Je ne veux pas faire l'enquête judiciaire, j'en suis incapable au sens technique et au sens juridique. Mais je sais que lorsque des signaux faibles, comme on dit, c'est-à-dire des signaux qui ne se traduisent pas nécessairement par des signalements, mais des signaux faibles sont émis, je sais qu'il est parfois difficile, c'est vrai probablement dans un service de renseignement, c'est vrai dans une collectivité territoriale, c'est vrai dans une administration, c'est vrai dans une association, c'est vrai partout, mesdames et messieurs les sénateurs, et vous le savez tous, qu'il est parfois difficile de traiter ces signaux faibles, de transformer ces signaux faibles en une action. Et je ne veux pas pointer la responsabilité de ceux qui, s'étant posé des questions, auraient, le cas échéant, omis de transmettre cette information. Parce que, Monsieur le Président, je veux que nous fassions bloc. Les services de renseignement, les forces de l'ordre remportent semaine après semaine des victoires face au terrorisme. Elles sont toujours discrètes et parfois nous n'en parlons pas. Mais elles sont réelles. Leurs échecs, eux, sont toujours spectaculaires et dramatiques. Et nous avons, et vous avez la responsabilité de poser des questions, et nous avons la responsabilité d'y répondre. Mais je crois que collectivement, nous pouvons dire que faire bloc, c'est soutenir les forces de l'ordre et les services de renseignement, pas simplement quand ça va bien, mais quand c'est difficile. Enfin, Monsieur le Président, faire bloc, ça veut dire aussi mettre en place des mesures pour que ces choses, cette absence de signalement lorsque des signaux faibles peuvent avoir été émis, ne se reproduisent pas. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé, d'une part, qu'une inspection des services de renseignement soit mise en place afin de déterminer exactement, parallèlement à l'enquête judiciaire, mais déterminer comment la chaîne identification d'éventuels signaux faibles, signalement et action a pu être mise en œuvre à la préfecture de police dans ce cas. Et que, dans un deuxième temps, plus exactement parallèlement, c'est la deuxième décision qui a été prise, j'ai souhaité qu'une revue générale de l'ensemble des services de renseignement du premier cercle et d'une partie du deuxième cercle soit mise en œuvre de façon à ce que, avec l'encadrement intermédiaire, au plus près de tous ceux qui vivent et qui travaillent dans les services de renseignement, il soit permis d'identifier, d'être certain que nous identifions absolument tous les éventuels signaux faibles qui seraient émis et qui ne se seraient pas traduits par des signalements, de façon à ce que, là encore, nous ne nous retrouvions pas dans la situation qui a peut-être été à l'origine de ce drame. Le Président de la République, hier, à la préfecture de police, a eu des mots forts, il a eu des mots justes, il nous revient, c'est la responsabilité de ce gouvernement, c'est la responsabilité de l'ensemble de ceux qui contribuent à la sécurité de la nation, il nous revient de les mettre en œuvre. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à notre collègue Henri Cabanel pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le ministre de l'Agriculture. Non-partage de la valeur, aléas climatiques, aléas sanitaires, lourdeur administrative, CETA et maintenant zone de non-traitement. Hier, les agriculteurs ont crié leur détresse. Arrêtons de tirer sur l'ambulance. Un agriculteur se suicide tous les jours. Cela ne suffit pas. Que veut cette société qui se clive dangereusement? Faire disparaître notre agriculture, s'alimenter avec des produits importés ne respectant pas nos exigences sanitaires? Pourquoi accuser inlassablement nos agriculteurs?
Je rappelle qu'ils n'utilisent que des produits homologués par l'Agence nationale de sécurité sanitaire, seule légitime pour les autorisations de mise en marché. Il n'y aura pas de transition écologique sans nos paysans. Ils l'ont compris et veulent jouer un rôle fondamental et ils veulent répondre à l'attente sociétale. Pourquoi ne parle-t-on pas de tous les efforts entrepris depuis des années pour s'inscrire dans une agriculture durable? Pourquoi ne cibler que le mauvais sans jamais parler du bon? Le bon, c'est par exemple Vitirève, projet de territoire d'innovation de grande ambition en Gironde, que m'a décrit ma collègue Nathalie Delattre, ou partout en France, l'agriculture raisonnée, la haute valeur environnementale. Il faut agir collectivement avec une véritable stratégie co-construite avec la filière, les consommateurs, les distributeurs, les industriels, avec une ligne unifiée et partagée. Monsieur le ministre, personne ne peut nier votre soutien aux agriculteurs. Votre combat dans l'agribashing est constant. Mais quelle cohérence quand l'État encourage une transition agroécologique et qu'en même temps, il vide les chambres d'agriculture de leur contenu et de leur proximité dans une seule logique budgétaire. Ce projet ambitieux ne pourra être réussi sans les chambres d'agriculture. Monsieur le ministre, comment comptez-vous faire aboutir un vrai partage des valeurs, objectif essentiel de la loi Egalim? Comment comptez-vous faire appliquer l'article 44 de cette même loi qui concerne l'étiquetage, mais qui, bien plus globalement, pose le problème de la concurrence déloyale face à des denrées importées, traitées avec des produits interdits en France et consommés par des consommateurs qui les refusent? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Monsieur Didier Guillaume. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Cabanel. Vous avez eu raison, à travers votre question, qui n'en était à peine une, de poser un constat. Le constat qui est celui de la coupure aujourd'hui entre une partie de la population et ses agriculteurs. Et aujourd'hui, le cri d'alarme que je veux lancer à travers votre question ici au Sénat, il faut que nos concitoyens aiment leurs agriculteurs et aiment l'agriculture. Pourquoi je dis cela? Tout simplement, pourquoi je dis cela? Tout simplement parce que pour la troisième année consécutive, l'agriculture française lui a été décernée agriculture la plus durable du monde. Que l'alimentation fournie par nos agriculteurs est la plus sûre, la plus saine et la plus durable d'Europe. Et oui, vous avez raison, ce dénigrement, cet agribashing est absolument insupportable. Et nous devons essayer d'avancer le plus possible pour y faire face, pour le combattre. Il est absolument inadmissible que des gens à visage découvert entrent dans des élevages, ouvrent les portes, comme je suis allé l'autre jour dans l'Orne, mettre le feu à des bâtiments d'élevage. Ce n'est pas acceptable. La justice doit faire son travail et doit condamner ces actes. Je voudrais saluer les agriculteurs et leurs syndicats qui, hier, étaient dans les rues pour crier leur colère face à ce dénigrement et face à cet agribashing. Les manifestations sont tenues avec le plus grand calme possible et je veux féliciter les organisateurs. Il y aura d'autres rendez-vous avec eux. Ce que je veux affirmer ici, hier le Premier ministre l'a évoqué devant l'Assemblée nationale. La lutte contre le dénigrement est un combat constant du gouvernement. Le fait d'arriver à faire en sorte que la loi Egalim fasse son œuvre et que le revenu des agriculteurs augmente, c'est le deuxième sujet. Et quant au reste, j'aurai l'occasion d'en parler à nouveau parce que le temps est écoulé. Mais franchement, aimons notre agriculture parce que si ce n'est pas nos agriculteurs qui nous fournissent l'alimentation, elle viendra d'ailleurs et elle sera moins bonne. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à notre collègue Christine Pruneau pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, après avoir donné son accord à la Turquie de pénétrer dans le nord-est de la Syrie afin de créer une dite zone de sécurité, le président des États-Unis semble rétropédaler. Pour autant, aujourd'hui, des chars et des véhicules blindés se dirigent vers la frontière. Une offensive est imminente. Pour les Kurdes, cette zone de sécurité équivaut à une zone de péril et de mort certaine. États-Unis ou pas, de toute façon, Erdogan se moque totalement du droit international et s'allie sans vergogne avec des mouvements islamistes contre les Kurdes. Pourquoi se priverait-il d'ailleurs? À chaque nouvelle offensive, aucune sanction réelle de la communauté internationale.
l'abandon programmé des Kurdes syriens ne constitue pas seulement une faute morale, mais aussi une faute stratégique. Rappelons-nous bien que si l'État islamique n'existe plus aujourd'hui, c'est en grande partie grâce aux combattants et combattantes kurdes, ces femmes formidables. Faut-il désespérer de l'influence de notre gouvernement dans ce conflit? Le groupe CRCE attend une protection immédiate de l'ONU de nos amis kurdes, seul symbole d'une véritable future démocratie laïque au Moyen-Orient. Et il faut des sanctions financières lourdes, voire un blocus, une mise au ban carrément de la Turquie. Ne rien faire, Monsieur le ministre, c'est le déshonneur de la France. Ne rien faire, c'est abandonner la lutte contre le terrorisme islamiste, voire même l'encourager indirectement. Nous avons malheureusement en France, dans notre pays, des exemples. Monsieur le ministre, le retour de la paix dans cette région exige maintenant des décisions fortes. Il est grand temps du gouvernement français et de la communauté internationale. J'ose espérer que vous allez encore me répondre comment vous pourriez agir sur ce conflit. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Monsieur Lemoine. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, permettez-moi au préalable d'excuser Jean-Yves Le Drian qui est à la conférence de reconstitution du Fonds mondial aujourd'hui à Lyon. Un immense respect, je crois que c'est ce que nous partageons très largement vis-à-vis des combattants et des combattantes, comme vous l'avez souligné, des forces démocratiques syriennes, dont les Kurdes, qui ont joué un rôle clé, un rôle déterminant pour permettre la défaite territoriale de Daesh, avec le soutien de la coalition internationale. Le courage de ces hommes, de ces femmes des FDS, les sacrifices qu'ils ont consentis, très clairement, appellent notre reconnaissance et le président de la République a pu leur témoigner à plusieurs reprises, au nom de la nation, en les recevant au palais de l'Élysée. Très récemment encore, hier, le président de la République a reçu la porte-parole des FDS, Ilham Ahmed, et il est très préoccupé s'agissant de l'opération turque. Très préoccupé car le combat contre Daesh se poursuit aux côtés des FDS et reste la première de nos priorités en Syrie. Et donc il est important de préserver ces FDS dans ce contexte que vous avez rappelé. Alors l'immense respect, il appelle aussi à faire respecter ces femmes et ces hommes. Et c'est ce que nous disons aux Américains, c'est ce que nous disons aux Turcs avec clarté, avec franchise. Et très clairement, c'est seul le dialogue politique qui permettra, dans la durée, de garantir une place aux Kurdes dans la Syrie, ainsi qu'aux autres minorités, notamment les chrétiens. Le courage, les sacrifices des Kurdes nous obligent, ils nous ont obligés hier, ils nous obligent aujourd'hui et ils nous obligent pour demain aussi. Merci, Monsieur le Ministre. Je vais passer la parole à notre collègue Hervé Gillet pour le groupe socialiste et républicain. C'est sa première question et c'est son anniversaire. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, il y a quelques jours, plus de 20 000 policiers manifestaient exprimant leur malaise. La crise dans la fonction publique hospitalière est telle que Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé reconnaît elle-même que le pacte de refondation des urgences sera insuffisant pour calmer les esprits. Médecins, infirmiers, pompiers sont tous exposés en première ligne à la précarité, aux violences de la société. Les drames récents dans l'éducation nationale illustrent également ce désespoir lié à l'absence de reconnaissance des personnels enseignants. Dans ce contexte de défiance, la réforme territoriale de la direction des finances publiques, menée au pas de charge, vise en réalité une nouvelle fois à supprimer plus de 2000 postes dès l'année prochaine et 15 000 à terme. Monsieur le ministre, personne n'est dupe. Derrière l'annonce de cette réforme se dissimule un nouveau transfert de charges vers les collectivités territoriales. Et vous le savez pertinemment que les dotations financières de l'État pour le fonctionnement des maisons France Service Public seront largement insuffisantes. Les seuls interlocuteurs de nos concitoyens seront des animateurs généralistes dont nous ne savons rien aujourd'hui, ni de leur formation, ni de leurs compétences. Et avec cette privatisation déguisée du service public, vous n'offrez aucune garantie, en particulier celle de la confidentialité, surtout quand ces tâches sont confiées à des buralistes de moins en moins nombreux dans un monde rural, une nouvelle fois discriminé. Et comment ne pas évoquer un risque d'aggravation de la fracture sociale si vous ignorez la fracture numérique alors que c'est une des clés de vos économies?
20% de la population en décrochage numérique, comme le rappelle le défenseur des droits. Rien n'est prévu pour leur prise en charge, qui reviendra dans les accueils de nos communes, qui assument sans moyens affectés le rôle d'écrivain public et numérique. Monsieur le ministre, quels sont vos objectifs de réduction d'effectifs et de maintien des services publics de proximité? Quelles garanties nous apportez-vous? Comment repensez-vous le rôle des communes et des EPCI qui devront suppléer aux difficultés d'accessibilité numérique? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Action et des Comptes publics, Monsieur Darmanin. Vous avez la parole. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, bienvenue. Et je voudrais répondre à votre question sur votre département de la Gironde. Il touche celui-ci en particulier et sur la réforme en général des finances publiques, dont vous savez que la Direction générale des finances publiques est à la fois la fusion de la comptabilité publique et du service des impôts. Ce qui se passe aujourd'hui, Monsieur le sénateur, n'est pas acceptable dans les années qui nous ont précédés, quels que soient d'ailleurs les gouvernements. C'était une fermeture de 200 trésoreries par an, quels que soient ces gouvernements. Et nous avons dû nous adapter par un supplice chinois territorial, puisque je suis moi-même élu local, à une manque de vision sans doute d'une partie de l'organisation de nos réseaux. Et la suppression des effectifs n'y est pas pour grand-chose, Monsieur le sénateur, dans la perspective de la refonte des trésoreries. Il y a des transformations, et je pense que chacun de nos concitoyens les voit, du réseau des finances publiques qui sont nées de la transformation de Bercy. L'impôt à la source, je crois souhaité notamment par votre groupe politique, voilà quelques mois encore, la déclaration tacite du revenu à partir de l'année prochaine, la suppression de la taxe d'habitation. Je rappelle que 4000 agents des finances publiques s'occupent de la taxe d'habitation et de son contentieux, qui est le premier contentieux qui arrive dans les bannettes, si j'ose dire, des agents des finances publiques. Quand nous aurons supprimé cette taxe d'habitation, il y aura évidemment un certain nombre d'agents qui doivent faire autre chose, ou en tout cas différemment. Et vous en êtes bien loin, Monsieur le sénateur, de la vision simplement numérique ou pas numérique. Et les maisons France Service seront des maisons qui remplaceront en partie, mais pas totalement bien évidemment, ce que nous faisons mal jusqu'à présent, puisque dans les trésoreries, je regardais notamment votre département, 4 au moins trésoreries rurales qui sont dans votre sphère d'influence, pardon de le dire ainsi, Monsieur le sénateur, sont ouvertes 2 après-midi seulement par semaine jusqu'à 16h30. Et donc les Français qui souhaitent s'y rendre doivent prendre une demi-journée de congé. Et je pense que ce n'est pas le bon service public que nous devons rendre. On doit adapter ce service public. J'ai pris l'engagement qu'en 2020, il n'y aura aucune fermeture de trésorerie. Aucune fermeture de trésorerie. En 2020, il n'y aura aucune... Je sais que ça vous surprend, mesdames et messieurs, parce que ce n'est pas arrivé depuis 21 ans. En 2020, il n'y aura aucune fermeture de trésorerie. Et nous signerons avec les présidents des conseils départementaux qui seront d'accord les nouvelles cartes. Il y en a une quinzaine déjà de présidents qui m'ont donné leur accord. Tous les autres, y compris la Gironde, nous continuerons de discuter. Merci. Vous avez 9 secondes, Monsieur Gillet, si vous voulez répliquer. Et comme c'est votre anniversaire, vous avez 3 secondes de plus. Voilà. Merci une nouvelle fois, Monsieur le Président. Tout simplement, Monsieur le Ministre, moi je crains simplement que ces mesures vont continuer à creuser la fracture territoriale, à renforcer l'insécurité financière et juridique des citoyens et des élus locaux, surtout ceux qui sont éloignés des centres de décision, et c'est en total contresens des attentes actuelles. Merci. La parole est à notre collègue Dany Wattebled pour le groupe Les Indépendants, les Républiques et Territoires. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, le 15 et 22 mars prochain, les Français vont vivre un moment de démocratie très important. Celui de nous renouveler sur tout le territoire les conseils municipaux de chacune de nos villes, de nos communes, de nos villages. Cette période électorale approchant, de nombreux maires indépendants, sans étiquette et non inscrits, m'ont interpellé quant à la nuance politique qui leur sera attribuée par l'administration. En effet, c'est le ministère de l'Intérieur qui procède à l'attribution des nuances politiques dans un cadre strictement défini juridiquement et qui présenterait toutes les garanties nécessaires en matière de respect de la vie privée et des libertés publiques. Ainsi, la diversion de la CNIL du 19 décembre 2013, qui a remplacé l'ancien décret du 30 août 2001, portant création au ministère de l'Intérieur d'un fichier des élus et des candidats aux élections au suffrage universel, a confirmé tout l'intérêt de l'attribution de ces nuances. Lors du dépôt de candidature, le candidat déclare s'il se présente avec une étiquette politique et il peut se déclarer sans étiquette ou indépendant. Ce sont alors les préfets, sans vouloir remettre en cause leur don de discernement, qui attribuent la nuance sur des critères suivants: connaissance historique des candidats, programme du candidat, investiture ou soutien reçu. Pour les communes de 1000 habitants et plus,
avant le scrutin pour les communes de moins de 1 000 habitants après l'élection du maire. Pouvez-vous nous dire, monsieur le ministre, si vous souhaitez intégrer dans la grille de nuances politiques les classifications sans étiquette, indépendants ou non inscrits, en dehors du divers droite ou divers de gauche que nous connaissons? Et si oui, à quelle date cette grille sera communiquée? Et le sera-t-elle dans le memento qui, à 6 mois de l'échéance, n'est toujours pas disponible et ne sécurise pas les élus ni les candidats? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur Castaner. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Wattebled. D'abord, je voudrais vous rassurer sur le memento. Comme l'usage le veut, les services du ministère de l'Intérieur sont en train de l'affiner pour qu'il soit au mieux parfait et qu'il puisse être mis à disposition dans le délai de 6 mois. Donc dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, il sera communiqué, il sera disponible. Vous m'interrogez plus globalement sur cette question d'attribution politique. Je dis d'attribution politique parce que c'est une fonction ancienne qui remonte à la Troisième République, parce que depuis la Troisième République, on a voulu avoir un suivi, non pas d'identification de tel ou tel maire, mais en réalité un suivi du mouvement politique que notre pays connaissait. Et c'est vrai que cela a permis de faire en sorte qu'on ait un système d'information élection qui puisse identifier les appartenances politiques. Et pourtant, vous le savez effectivement, et vous l'avez dit, ce n'est pas forcément simple. Parce que beaucoup de citoyens s'engagent en politique, comme beaucoup de politiques sont aussi et avant tout des citoyens, et que du coup, vouloir rentrer dans le cadre d'une étiquette n'est pas toujours un exercice facile. La CNIL, dans la préparation du décret de 2014 qui a organisé cela, a effectivement prévu expressément que l'on demande aux candidats qui déposent la liste et la structure administrative pour les municipales, sous-préfectures ou préfectures qui reçoit les candidatures, interroge le candidat pour qu'il précise dans quelle catégorie politique il entend être inscrit. Mais effectivement, il y a la possibilité pour le préfet, si le candidat ne le souhaite pas, de rechercher un certain nombre d'éléments, et vous les avez cités, qui permettent de donner une attribution politique. Et nous savons tous, ici, en particulier au Sénat, que pour les plus petites communes, ce système n'est pas forcément adapté. Je sais que vous aurez l'occasion dans quelques jours de travailler sur le texte des relations avec les collectivités locales et que vous souhaitez aborder ce sujet. Je veux vous indiquer que je suivrai avec attention cette discussion, que mon cabinet est à votre disposition et que nous pourrions parfaitement envisager de fixer un seuil à 3 500, à 9 000 habitants, en deçà duquel l'appartenance politique au grand courant que nous connaissons n'est pas indispensable. Je suis sur ce sujet totalement à votre écoute. Monsieur Wattebled, il vous reste 9 secondes. Et 9 secondes, vous, hein? Oh, je pourrais dire que c'est mon anniversaire quand même, j'aurais 3 secondes de plus. Non, simplement, peu importe si 3 500 ou 5 000, il y a des gens qui s'engagent dans des listes d'intérêts communaux et qui veulent être sans étiquette. Voilà, et on les met dans une case, et après dans leur liste, ils ont des gens qui sont d'appartenances différentes, donc ça pose problème. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. La parole est à notre collègue Dominique Estrosi Sassone pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, j'aurais aimé ne pas avoir à reprendre la parole dans cet hémicycle après une nouvelle frappe de l'islam radical. Malheureusement, l'histoire bégaye. Après Paris, après Nice, après Magnanville, après Saint-Étienne-du-Rouvray, après Strasbourg, après Marseille, après Carcassonne, après Toulouse, après Trèbes, c'est au cœur d'un service antiterroriste qu'un islamiste a tué. Nous pensons bien sûr aux 4 policiers lâchement assassinés, à leurs familles et à l'ensemble de leurs collègues endeuillés. Le président de la République parle de bâtir une société de vigilance. Est-ce à dire qu'il entend exonérer sa propre responsabilité et qu'il veut faire porter injustement une part de responsabilité aux Français? Or, ce qui s'est passé dans la préfecture de police, c'est la longue dégradation, le compromis, la chape de plomb que fait peser dans l'espace public le politiquement correct. Ce n'est pas en jetant à la figure de ceux qui s'inquiètent du désarmement moral de notre société et de sa communautarisation l'adjectif islamophobe que nous gagnerons cette guerre. C'est au contraire en renonçant et en ne tolérant plus aucune manifestation, aucun signe de ce qui conduit et annonce la radicalisation des esprits que nous nous protégerons. Vos mots ne suffiront plus et ce sont vos actes désormais qui seront jugés.
Alors, Monsieur le Premier ministre, allez-vous vraiment vous attaquer au terreau de l'islamisme et à toutes les formes de communautarisme? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Intérieur, M. Castaner. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Estrosi Sassone, vous avez évoqué évidemment le drame et chacun a en tête ses victimes et chacun a en tête toutes les victimes. Et je pense aussi, au moment où je vous parle, à ces 2 victimes, et cela devrait être confirmé devant une synagogue en Allemagne qui sont tombées aujourd'hui aussi sur les coups de terroristes. Évidemment, nous ne sommes qu'au début du constat, mais je sais que le procureur terroriste a été saisi en Allemagne et je pense à cela aussi. Mais je vais répondre très concrètement à votre question. Il nous faut sur ce sujet nous armer totalement, nous armer en termes de moyens de renseignement. Et vous le savez, près de 1900 emplois seront créés sous ce quinquennat pour lutter à travers le renseignement contre le risque du développement du radicalisme et de l'islamisme radical. De la même façon, nous renforçons l'ensemble des moyens de notre disposition pour cribler un certain nombre d'agents qui peuvent présenter un risque à travers les moyens qui seront consacrés au SNEAS. Plus globalement, le Premier ministre l'a rappelé, il n'y a pas un jour, une heure, où nos services ne sont pas mobilisés pour déjouer un risque et qu'un risque éventuel ne devienne pas un risque avéré. Le Premier ministre a rappelé les 59 attentats terroristes qui ont été neutralisés par l'intervention de nos forces de sécurité intérieure. Mais nous devons effectivement être extrêmement vigilants et ne rien laisser passer qui soit une atteinte à la République et une menace pour les Français. Je voudrais être très factuel, Madame la sénatrice, et vous donner quelques indications. Depuis 2018, 362 personnes qui étaient inscrites au fameux fichier FSPRT ont été éloignées et on les a fait en sorte qu'ils quittent le territoire. Depuis 2017, 4 mesures ont été prononcées pour expulser des prédicateurs radicalisés. Depuis 2018, 129 débits de boissons, 12 lieux de culte ont été fermés, 9 établissements culturels et associatifs l'ont été aussi, des écoles ont été fermées, 503 contrôles CODAF ont été mis en œuvre. Et je conclus en vous disant que c'est en mettant tous ces moyens et en les mobilisant tous que nous lutterons pan à pan, mètre carré par mètre carré, pour qu'aucun mètre carré de notre République n'échappe à nos valeurs républicaines. Madame Estrosi Sassone. Monsieur le ministre de l'Intérieur, je suis au regret de vous dire qu'il y a une naïveté coupable de l'État et qu'il faut véritablement passer des paroles aux actes. Vous le savez très bien, aujourd'hui, vous ne pouvez pas continuer à vous défausser sur la société. Et l'État, lui seul, doit prendre toutes ses responsabilités, utiliser tous les moyens qu'il a à son possession pour rendre ces moyens beaucoup plus efficaces et pour véritablement lutter contre cette radicalisation des esprits qui gangrène tous nos territoires. Merci. La parole est à notre collègue Nadia Sollogoub pour le groupe de l'Union centriste. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, les paysans étaient hier dans la rue. Ils sont dans un contexte difficile, multifactoriel, dont ils ne voient pas l'issue. Ils sont coincés entre des forces contraires. On leur demande plus de qualité, mais avec chaque jour plus de contraintes. La loi Egalim devait leur permettre de gagner leur vie et les cours se sont effondrés. On leur demande d'être exemplaires et de ne pas craindre des concurrents qui le seraient moins. On leur demande de nous nourrir et on les suspecte de nous empoisonner. Et maintenant, cette terrible sécheresse achève de les mener au désespoir. Et de nouveau, des forces contradictoires. D'un côté, vous, Monsieur le ministre de l'Agriculture, que j'ai entendu dire « on ne peut pas regarder pendant 6 mois tomber l'eau et 6 mois la chercher ». Et de l'autre côté, sur le terrain, les instructions du ministère de l'Écologie pour faire démonter tous les seuils, interdire les retenues d'eau et même le nettoyage des points d'eau qui permettrait simplement d'abreuver les animaux. Monsieur le ministre, les paysans vont très mal. Ils ne sont pas en situation de se trouver coincés entre des injonctions contradictoires. Alors je fais porter ma question sur un point précis. Pour se préparer à la prochaine sécheresse, qui sera peut-être dans quelques mois, l'eau, on la retient ou on la laisse s'écouler? Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre de l'Agriculture, Monsieur Guillaume, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, comme le sénateur Cabanel tout à l'heure, je crois que nous sommes tous d'accord pour partager le constat que vous faites de la situation actuelle. Mais je voudrais vous répondre très clairement sur l'eau. Il n'y a aucun problème, aucune différence, aucune divergence entre le ministère de la Transition écologique et solidaire et le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Tout simplement,
Mais je vais vous répondre très clairement, et vous le savez en plus, Monsieur Bizet, tout simplement parce que le Premier ministre a arbitré et qu'aujourd'hui, les services de l'État doivent mettre en œuvre ce qui a été arbitré il y a de cela quelques mois. Et vous le savez, Madame la sénatrice, et je vous sais très investie dans ce domaine. Non, on ne peut pas regarder l'eau tomber du ciel pendant 6 mois et après la charger les 6 autres mois. On sait très bien que le réchauffement climatique va continuer et que si nous voulons que l'agriculture française soit résiliente, alors il faudra qu'elle soit irriguée. Et ça, c'est la position de tout le gouvernement. Mais en même temps, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Et je veux saluer là encore les agriculteurs. Je veux saluer encore les agriculteurs qui, en 10 ans, ont dépensé 30% de moins d'eau pour irriguer leur culture. Voilà une des innovations aussi de l'agriculture. Donc pour ce faire, pour l'année 2020, nous avons annoncé la possibilité de créer 60 retenues d'eau sur le territoire national. Oui, je sais de quoi vous voulez me parler. 60 retenues d'eau, afin de pouvoir ne pas aller au-delà de la substitution, mais de retenir l'eau au moment où elle tombe et de pouvoir la restituer au moment où il y a la sécheresse. Si nous avions fait cela les dernières années, et je rappelle que ça fait 20 ans que les retenues d'eau sont interdites, si nous avions fait ça les dernières années, alors dans le Massif central où j'étais la semaine dernière, les bêtes pourraient continuer à être sur les prairies. Je vous remercie. Madame Sollogoub. Merci, Monsieur le Ministre. Oui, c'est bien les chiffres que j'avais. On parle de 60 retenues d'eau, donc pour toute la France, c'est-à-dire pas même une par département. Donc, sans mauvais jeu de mots, je dirais que c'est une goutte d'eau dans cette catastrophe. Donc, ce qui serait très intéressant, mais vous me rassurez sur ce point, je me demandais si là, une prochaine fois, il fallait que je pose la même question au ministre de l'écologie pour voir si j'aurais la même réponse. En tout cas, j'étais quand même très heureuse que vous me répondiez dans ce sens et je suis convaincue qu'il faut qu'on vous laisse, Monsieur le Ministre, avancer sur ce point dans le sens que vous nous indiquez. Je suis rassurée, faute de quoi nous allons tuer notre agriculture à coups de paperasse qui ne cache peut-être qu'une incapacité à se mettre d'accord. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. La parole est à notre collègue Cédric Perrin pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Jeudi 3 octobre, Monsieur le ministre, l'inimaginable s'est produit au cœur de la préfecture de police, frappée par un ennemi de l'intérieur. Je voudrais tout d'abord m'incliner devant la douleur des familles, leur exprimer ma solidarité et saluer au nom de mes collègues sénateurs le sacrifice des victimes. Aurélia Trifiro, Damien Ernest, Anthony Lancelot, Brice Lemesca, et permettez-moi d'avoir moi aussi une pensée pour nos amis allemands victimes de l'attaque d'une synagogue. Monsieur le ministre, j'aimerais que nous puissions nous en tenir aux faits et comprendre ce drame gravissime. Depuis 2015, des dizaines d'attentats ont été déjoués grâce aux services de renseignement. Je souhaite saluer le travail de nos forces de l'ordre. Mais comment un membre de ces services a-t-il pu prendre pour cible ses camarades? Comment un terroriste a-t-il pu travailler dans un lieu dont la mission est celle d'identifier les individus dangereux? Cet attentat implique de surcroît un informaticien qui disposait de l'accès à un nombre important d'informations sensibles. À quel fichier avait-il accès? Avez-vous identifié ses contacts en France, à l'étranger? Quelle protection est mise en œuvre pour les policiers potentiellement en danger? J'aimerais saluer à ce sujet le travail de la délégation parlementaire au renseignement et du président Cambon qui préside cette délégation et qui contribue à cette affaire. Monsieur le ministre, vous n'avez rendu service à personne. En répétant le mantra quelques heures après les faits, il n'y a ni faute, ni dysfonctionnement, ni angle mort. Vous expliquez avoir dit la vérité des éléments connus au moment où vous vous exprimiez. Mais aviez-vous interrogé le SCRT ou la DGSI placés sous votre tutelle pour savoir si l'auteur des faits était connu de leur service? N'aurait-il pas été plus prudent de vous en tenir à la compassion et au constat de la gravité de la situation? Le phénomène de radicalisation existe au sein de l'administration. Dans des secteurs stratégiques, nous devons être en capacité d'écarter ces personnes radicalisées et porteuses d'une idéologie claire, celle de détruire notre société démocratique et les valeurs qu'elle représente. Alors, Monsieur le Ministre, pour terminer un peu d'introspection, quel phénomène de cécité, de faiblesse, de lâcheté, de crainte
a-t-il pu conduire à l'absence de réaction? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Cédric Perrin. D'abord, merci d'avoir rendu hommage aux victimes de l'attaque terroriste de jeudi dernier. Je vous en remercie. Nous y sommes très sensibles, bien évidemment, avec le ministre de l'Intérieur. Vous dire, et le ministre l'a rappelé, que tout est fait maintenant depuis 2014, depuis 2015, pour lutter contre le terrorisme en matière de moyens humains, de moyens budgétaires, en matière de personnel, où nous mobilisons énormément d'effectifs, en matière d'échange d'informations entre les services, et tout est fait pour que nous soyons le plus performants possible. Et ce sont de nombreux services qui travaillent sur ces questions. Concernant l'attaque de la semaine dernière, et bien évidemment, pardon, cette action va se poursuivre, vous l'imaginez bien. Concernant l'attaque de la semaine dernière, vous posez un certain nombre de questions extrêmement précises, et vous vous doutez bien que je ne peux pas répondre à toutes ces questions, mais à certaines, oui. Au moment où, avec Christophe Castaner, nous nous rendons à la préfecture de police de Paris, jeudi dernier, bien évidemment, le ministre consulte, moi-même, nous consultons les services spécialisés qui ne connaissent pas cet individu. Il n'est pas connu du renseignement territorial, c'est la question que vous posez. Il n'est pas connu de la Direction générale de la sécurité intérieure, service que j'ai dirigé. Il n'est pas connu pour une simple et bonne raison, c'est que les signaux de radicalisation de cet individu, pour des raisons qu'il va absolument nous falloir déterminer, ne se sont pas transformés en signalement, comme le précisait Monsieur le Premier ministre. Et c'est bien là toute la difficulté de cette affaire. Et c'est pour cela qu'une enquête judiciaire est en cours qui nous permettra de déterminer les relations qu'a eu cet individu, et nous pourrons répondre à votre question sur ces contacts, bien évidemment, de la même façon qu'une inspection du service du renseignement va diligenter une enquête auprès de la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris pour essayer de comprendre pourquoi ces signaux ne se sont pas transformés en signalement, ce qui, je vous le concède, peut paraître extrêmement aberrant dans un service en charge de la lutte antiterroriste, et c'est tout cela qu'il nous faudra élucider. Quant aux transmissions de données auxquelles il a pu procéder, l'enquête judiciaire nous éclairera très vite maintenant, et nous souhaitons avec Christophe Castaner que sur ce sujet-là, pour la protection de nos fonctionnaires de police, les choses puissent aller le plus vite possible. Merci. Notre collègue, maintenant la parole, Nadine Grelet-Certenais, pour le groupe socialiste et républicain. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, ma chère collègue, ma question s'adresse à la ministre des Solidarités et de la Santé, qui n'est pas là aujourd'hui. L'offre de soins est en train de se renforcer et les Français le voient, déclarait Madame la ministre il y a moins d'un mois. Sans vouloir gâcher cet optimisme, je souhaiterais attirer votre attention sur la situation catastrophique de nos services d'urgence. Un peu partout en France, depuis 6 mois, nous constatons tous la recrudescence de dysfonctionnements à répétition dans les services d'urgence hospitaliers. C'est le cas dans mon département, la Sarthe, à l'hôpital du Bailleul, hôpital pour lequel j'avais alerté l'année dernière quant à l'accès à l'IVG en raison d'un manque de médecins. Et maintenant, c'est au tour du SMUR qui est à l'arrêt, faute de médecins urgentistes. Véritable hôpital de proximité, le pôle santé Sarthe-et-Loire dessert un bassin de vie de plus de 150 000 habitants dans un territoire rural. Une réorganisation des personnels ne réglera pas cette dégradation constante de l'offre de soins qui ne cesse de s'aggraver, vous le savez, aussi bien dans la Sarthe que dans l'ensemble du territoire français. En revanche, les personnels vous demandent depuis des mois des mesures très concrètes en termes de lits, de recrutement, de revalorisation salariale ou encore de moyens supplémentaires. Vous pensiez que le mouvement allait s'essouffler alors que la crise s'intensifie. Votre pacte de refondation ou encore le PLFSS 2020 ne répondent ni à leurs exigences, ni au respect de principes d'égalité d'accès aux soins. Après la désertification médicale, nous arrivons à un nouveau stade de la décomposition du paysage sanitaire. Face à un maillage qui craque, les mesures proposées ne répondent pas à l'anxiété grandissante des populations qui voient leurs services d'urgence fermés un à un. Je pense notamment à l'hôpital de Saint-Calais, dont la fermeture temporaire a été actée très récemment. Dans un contexte de déménagement du territoire des services publics, ne croyez-vous pas, Madame la Ministre, qu'il est temps de prendre des mesures d'urgence pour ces services en investissant massivement pour résoudre cette crise? Et pourquoi pas envisager des états généraux de l'hôpital? Pour vous répondre, la parole est à la secrétaire d'État, porte-parole du gouvernement, Madame Sibendai. Vous avez la parole.
Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Grellet-Certenais, je vous prie bien sûr d'abord d'excuser l'absence de Madame Agnès Buzyn qui actuellement participe à la reconstitution du Fonds mondial à Lyon. La colère que vous exprimez, l'anxiété qui, à travers votre voix, s'exprime, qui est celle de nos concitoyens, qui est celle de nos personnels soignants, évidemment, nous la comprenons et c'est la raison pour laquelle, depuis plusieurs mois maintenant, la ministre de la Santé s'est attachée à y apporter des réponses extrêmement concrètes. La situation que traverse en particulier votre territoire résulte d'un manque structurel de médecins auquel notre pays fait face et qu'on retrouve d'ailleurs ailleurs en Europe. Ce constat, il est celui que vous avez dans la Sarthe, mais il est également celui que nous avons dans de nombreuses régions de France. Nous manquons cruellement d'urgentistes. Dans la Sarthe en particulier, depuis le 24 septembre, nous ne pouvons plus assurer la présence d'un médecin la nuit entre 20h30 et 8h30 du matin. Cette situation, nous la connaissons malgré les efforts de l'établissement que vous n'êtes pas sans ignorer, qui a été appuyé très largement par l'ARS, l'Agence régionale de santé, et par les autres hôpitaux du groupe hospitalier de territoire. Il s'est avéré pour l'instant impossible d'avoir un médecin qui permettent d'assurer la nuit dans cet hôpital. Or, cette présence, vous en conviendrez, Madame la sénatrice, est indispensable pour assurer la sécurité des patients. Dans l'attente, ce que nous avons souhaité faire, c'est que les urgences puissent rester ouvertes la journée avec la présence d'un médecin et que la nuit, une infirmière et une aide-soignante permettent d'orienter les patients, évidemment en lien avec la plateforme du 15. Vous le savez, la ministre a eu l'occasion de présenter un plan d'action pour les urgences qui est doté à hauteur de 750 millions d'euros, qui permettra de réaliser des recrutements en nombre. 80% de ce plan est consacré à des ressources humaines nouvelles et donc soyez-en assurée, Madame la sénatrice, nous sommes en quelque sorte bien sur le ballon et nous allons le continuer. Merci. La parole est à notre collègue Jean-Pierre Vogel. Pour le groupe Les Républicains, vous avez la parole. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Nous ne pouvons naturellement nous satisfaire de la réponse qui vient d'être faite à notre collègue. Lons-le-Saunier, fermeture de la deuxième ligne du SMUR. Ploërmel, fermeture du SMUR cet été. Sisteron, fermeture des urgences de nuit depuis le mois de juillet. Lens, fermeture partielle des urgences cet été. Toulouse, fermeture temporaire des urgences de nuit. Mulhouse, Sud-Alsace, fermeture temporaire des urgences. Je pourrais encore poursuivre car la liste est longue. Notamment en Sarthe, comme ça a été rappelé, depuis le 24 septembre, après 20h30. Toute la nuit et pour plusieurs semaines, le SMUR et le service des urgences du pôle santé Sarthe-et-Loire sont fermés. Cela met en péril la prise en charge médicale du patient. 25 000 personnes se présentent chaque année aux urgences de cet établissement qui dessert un bassin de population de 150 000 habitants. Il manque 9 médecins urgentistes. Plus généralement, c'est donc la double peine pour les territoires ruraux. Leurs médecins généralistes qui partent en retraite ne sont pas remplacés et les services d'urgence de leurs hôpitaux ferment. Dans de nombreux départements, lorsque les urgences ne sont pas fermées par manque de médecins urgentistes, elles sont en grève. La réponse gouvernementale n'est pas à la hauteur des attentes des professionnels de la santé et des territoires. Aujourd'hui, les personnels sont au bord de l'épuisement. Que comptez-vous faire, Madame la ministre, pour juguler ce mouvement qui s'amplifie? Que comptez-vous faire face à la pénurie de médecins urgentistes dans nos hôpitaux? Madame la secrétaire d'État, porte-parole du gouvernement, de la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Vogel, la situation que vous avez décrite, évidemment, nous ne la méconnaissons pas, bien au contraire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce gouvernement a réalisé en matière de santé des efforts considérables. Je veux vous rappeler quelques faits. Nous sommes, depuis 10 ans, le premier gouvernement à avoir augmenté les tarifs hospitaliers, à avoir restitué aux hôpitaux la totalité des crédits qui ont été mis en réserve. Monsieur le sénateur, l'ONDAM, dans le précédent quinquennat, flirtait aux alentours des 1 à 1,5%. Depuis que nous sommes en responsabilité, l'ONDAM en moyenne a toujours été au-dessus de la barre des 2%. L'année dernière, cette année, il est à 2,5% et l'année prochaine à 2,3%.
Évidemment, je ne méconnais pas la situation particulière de tel ou tel territoire et en particulier celle des territoires ruraux. C'est pourquoi nous avons décidé avec la ministre de la Santé d'allouer des crédits budgétaires nouveaux pour recruter, revaloriser et soulager les personnels des urgences et donc ainsi assurer un meilleur service à la population. Dans les 3 ans qui viennent, ces mesures vont être portées à 750 millions d'euros. D'ores et déjà, et c'était les premières annonces qu'avait réalisées la ministre de la Santé, les personnels soignants des urgences ont vu apparaître cet été, sur leur fiche de paye, une prime de risque d'un montant de 100 € net, sans compter la prime de coopération qui leur sera attribuée. De manière générale, oui, nous allons ouvrir des postes pour gérer des lits, des postes pour le nouveau service d'accès aux soins, des postes pour étendre l'usage de la télémédecine et nous allons recruter là où c'est nécessaire, nous devons le regarder au cas par cas. La difficulté, c'est aussi celle de recruter, c'est la raison pour laquelle nous avons fait sauter le verrou du numerus clausus qui depuis bien longtemps pose problème dans notre pays. Nous ouvrons des lits post-urgence lorsque c'est nécessaire. Une transformation en profondeur est engagée. Soyez assurés que nous allons la poursuivre. Monsieur Vogel, vous avez 27 secondes. La crise des services d'urgence est sans précédent. Nous sommes à un point de rupture, mais à l'évidence, le gouvernement ne mesure pas le niveau d'alerte. Vos propositions ne répondent en rien aux besoins des professionnels de santé et des populations. Pire, la présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 dévoile un plan d'économie de plus de 4 milliards d'euros qui touchera encore le secteur de la santé. Et dans ce tableau déjà sombre, ce sont les établissements de santé qui seront les moins bien lotis. Ce sont donc encore les personnels hospitaliers, les patients qui devront supporter les conséquences de ces économies avec tout ce que cela implique en termes de prise en charge du malade auquel vous faites prendre des risques inconsidérés. La parole est maintenant à notre collègue Anne-Catherine Loisier pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, à Biarritz, comme à la tribune des Nations Unies, le président Macron n'a pas manqué de souligner l'importance de la forêt en matière de lutte contre le réchauffement climatique. À l'heure où l'Amazonie brûle, les forêts européennes aussi sont en danger et n'ont jamais été aussi vulnérables. Plusieurs effets se conjuguent, sécheresse à répétition, forte chaleur, attaques parasitaires, dégâts de gibier croissants. Aujourd'hui, plus aucune essence, plus aucun territoire n'est épargné. À ce stade, les dégâts dans les grandes régions forestières se chiffrent à plus de 2 millions de mètres cubes et on prévoit 5 à 6 millions, soit plusieurs années de récolte au printemps prochain, car beaucoup d'arbres ne repartiront pas. À la catastrophe écologique s'ajoute le désastre économique. Des communes forestières privées de recettes, des marchés saturés, des prix qui chutent et demain, des trous de production qui ne permettront plus d'alimenter les besoins en construction ou en charpente. Le risque incendie aussi s'intensifie et se répand, menaçant des régions beaucoup plus au nord. Face à ces réalités liées au changement climatique qui s'accélère, il nous faut dès à présent adapter nos forêts, privilégier des essences plus résistantes, plus sobres en eau, diversifier et mélanger nos essences. L'Allemagne vient de mobiliser 800 millions pour soutenir sa filière et plante 300 millions d'arbres. La Pologne, 1 milliard, pendant que la France en prend 70 millions. Car ces pays ont bien compris l'enjeu d'une forêt renouvelée, productrice de bois d'œuvre et puits de carbone. Le gouvernement, monsieur le ministre, tarde à s'emparer de ce sujet. Voici des mois que les forestiers tentent de récolter et de transformer les arbres qui peuvent encore l'être. C'est une course contre la montre pour tenter d'endiguer la propagation des parasites, chercher des débouchés. Mais pour cela, il faut un accompagnement, de l'ingénierie sur les territoires pour conseiller les propriétaires. Là, une forêt qui sert à la fois les intérêts environnementaux, économiques et sociétaux, mais une forêt qui n'est toujours pas reconnue pour ses bienfaits. À quand donc, monsieur le ministre, une valorisation des forêts et du matériau bois puis de carbone? À quand un plan d'adaptation au changement climatique pour renouveler nos essences et assurer nos capacités de production? À quand un ONF restructuré pour tracer la voie? Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, monsieur Guillaume. Merci, Monsieur le Président, Madame la Sénatrice. Merci pour votre question. Nous étions ensemble hier une grande partie de la journée pour le comité stratégique Forêt-Bois, mais nous n'étions pas que tous les deux. Il y avait aussi Daniel Grémillet et beaucoup d'autres, et une centaine d'autres personnes, pour justement
tracer les perspectives de la forêt française et notamment le plan national forêt-bois auquel vous avez participé, au sein duquel vous êtes présidente d'un comité stratégique pour regarder ce que va devenir la forêt française dans les années qui viennent. Oui, nous regardons ce qui se passe dans cette forêt. Il y a deux problèmes, vous le connaissez ça bien mieux que moi. Premièrement, le problème parasitaire avec les scolites. Nous essayons d'y répondre. Nous venons de mettre 16 millions d'euros en argent sonnant et trébuchant sur la table pour aider la filière. Et la filière l'a très bien pris hier, nous en avons parlé ensemble. Et puis il y a le problème plus structurel. Que va devenir cette forêt avec le réchauffement climatique, avec sa dégénérescence? Et vous y avez beaucoup travaillé sur ce sujet. Nous devons repenser la forêt française. Le risque, c'est que cette forêt disparaisse, ne soit pas résiliente. Aussi, le travail que nous menons dans le plan national forêt-bois 2016-2026, le travail que nous menons avec toute la filière d'amont en aval, c'est tout simplement de réfléchir quelles devront être demain les essences, quelle devront être demain l'organisation de la filière, afin que cette forêt soit régénérée. C'est la raison pour laquelle, dans les jours qui viennent, une nouvelle organisation de l'ONF va être mise en place. Je vous le dis, dans les jours qui viennent, il y en aura besoin de travailler entre l'ONF, les propriétaires privés, les communes forestières. C'est absolument indispensable. Et puis, Madame la sénatrice, vous savez aussi, et je le dis là très tranquillement, nous ne pouvons pas continuer avec une filière forêt-bois d'amont en aval aussi déstructurée, sans aucune contractualisation, sans aucun travail commun. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est que ce sont les pays étrangers de la Slovénie et autres qui sont en train d'exporter vers nous du bois. Ce n'est pas possible. Donc cette restructuration que j'appelle de mes voeux, faisons-la ensemble. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Olivier Paccaud pour le groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Monsieur le ministre, le 21 septembre dernier, dans le huis clos de son école vide à Pantin, une directrice se donnait la mort. Elle s'appelait Christine Renon, elle avait 58 ans. Le même jour, à Nice, à son domicile, professeur de biologie disait adieu à la vie. Il s'appelait Frédéric Boulet, il avait aussi 58 ans. Chaque semaine, la liste des fonctionnaires qui se suicident s'allonge. Policiers, soignants, enseignants, parce qu'ils sont à bout, épuisés, parce qu'ils se sentent de moins en moins considérés, parce qu'ils sont mal payés, parce qu'ils sont parfois insultés, agressés, parce qu'ils sont stigmatisés, alors qu'ils sont tout sauf des privilégiés, comme nos amis agriculteurs. Si chaque suicide garde une part de mystère, Christine Renon n'est pas partie dans le silence, laissant une lettre à ses collègues, un appel à ouvrir les yeux. Je n'en lirai qu'une phrase. Je dois dire aussi que je n'ai pas confiance au soutien et à la protection que devrait nous apporter notre institution. Depuis des années, dans l'éducation nationale, les réformes se succèdent, s'accumulent. Pourtant, le malaise persiste et même empire. La confiance dont parlait Christine Renon et qui ornait le titre de votre loi est rompue. Je sais votre attachement aux professeurs. Mais que répondez-vous à ces directeurs et enseignants en souffrance, se plaignant de ne pas être écoutés, de voir toutes ces réformes élaborées sans leur accord, tandis que l'école est le réceptacle de tous les maux de la société? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Olivier Paccaud, cette question est très importante. Elle fait référence à un événement dramatique, le suicide d'une directrice d'école. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur ce point. Bien entendu, c'est toute la société qui doit être derrière son école dans ce genre de circonstances. D'après les éléments dont je dispose, il n'y a pas d'augmentation du nombre de suicides dans l'éducation nationale. Donc je pense qu'il ne faut pas faire de généralité à partir de ce que vous avez dit. Ensuite, et de toute façon, nous aurons un comité technique au ministère de l'Éducation nationale pour établir la réalité des chiffres sur cette question. Mais je pense qu'il faut à la fois être dans le soutien aux directeurs d'école et ne pas monter en généralité comme vous l'avez un peu fait dans votre question. Par exemple, dans ce même hémicycle, vous avez voté à l'unanimité l'instruction obligatoire à 3 ans. C'est une réforme importante de l'école primaire. En aucun cas, on peut dire que qu'une réforme comme celle-ci met une pression intolérable sur le système. Il est donc, je pense, inutile d'amalgamer des problèmes qui n'ont pas de rapport les uns avec les autres. En revanche, sur la question de la direction d'école,
j'ai eu l'occasion de dire que ce problème devait avoir une solution. Nous en avons parlé dans cet hémicycle. Il y a eu un rapport de sénateurs, Max Brisson et Françoise Laborde, qui est une référence importante pour le futur. J'ai donc dit aux organisations syndicales comme à la représentation nationale que nous allions travailler sur ce sujet au cours des prochaines semaines. J'espère pouvoir dégager un consensus. C'est un sujet qui n'a pas fait l'objet de consensus dans le passé, de façon à faire évoluer et le statut et la fonction de directeur d'école, mais aussi l'aide à laquelle, en effet, ils ont droit. J'observe que ce problème n'a pas eu de solution depuis plusieurs décennies et que nous allons, nous, travailler à cette solution. Nous devons le faire avec humanité aussi, et aussi avec le sens de l'intérêt général, parce que nous avons besoin d'avoir toute la société française derrière son école. Nous devons donc être à la fois solidaires vis-à-vis de ce qui s'est passé, vis-à-vis des proches de Christine Renon, mais nous devons aussi être solidaires dans notre manière de répondre à ces problèmes, et nous le ferons, et le processus est engagé. Je vous remercie. Monsieur Pacaud. Ne nions pas la souffrance dans le monde enseignant. Ce que demandent directeurs et enseignants, Monsieur le ministre, c'est d'être mieux protégés et soutenus lorsque leur autorité est contestée par certains parents ou même élèves. C'est d'être mieux payés. Moins de 2 000 € mensuels au bout de 20 ans de carrière avec Bac+5 pour un professeur des écoles, c'est ça la réalité. C'est aussi tout simplement de pouvoir transmettre leur savoir à leurs élèves au lieu de transmettre des statistiques et des rapports à leur hiérarchie qui les harcèlent et qui ne les comprend plus. Ce mal-être de notre école, il n'est pas anecdotique. Si nos enseignants ne sont plus les hussards noirs conquérants du temps de Jules Ferry, ils demeurent les piliers de la République. Lorsqu'ils vacillent, c'est toute la France qui est en danger. Merci. La parole est à notre collègue Olivier Léonard pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre et je souhaite y associer ma collègue Laurence Rossignol. Depuis plusieurs mois, le peuple algérien se mobilise massivement, chaque semaine, de manière exemplaire, pacifique, dans les plus petits villages comme dans les grandes villes, pour conquérir sa liberté. Si personne ne demande à la France d'agir en lieu et place de la société algérienne, le silence du gouvernement sur ces événements est chaque jour plus gênant. Depuis quelques semaines, un nouveau cap a été franchi par la junte au pouvoir, avec des arrestations arbitraires et l'incarcération de citoyens algériens qui expriment simplement leur opinion. Des militants associatifs du Rassemblement Action Jeunesse ou de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Ces gens-là, eux aussi, sont arrêtés. Alors chacun connaît les liens de la France avec l'Algérie, notamment en matière de lutte contre le terrorisme. Mais pour autant, ne laissons pas le cynisme politique l'emporter sur l'honneur de notre pays. Il est temps de condamner clairement les agissements contre le mouvement démocratique. À la faute morale, n'ajoutons pas une faute politique. N'oublions jamais que c'est le peuple algérien, notre allié, et pas la junte qui est en place. Il faut tendre la main au peuple algérien. C'est ça l'intérêt de la France. C'est bien le peuple algérien qui sera au pouvoir, tôt ou tard, c'est inéluctable. C'est lui notre partenaire, c'est lui l'avenir. Ne passons pas du silence gêné au silence coupable. Alors, Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Le gouvernement compte-t-il condamner les arrestations et les incarcérations d'opposants politiques en Algérie? Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Monsieur Lemoyne. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, la situation est complexe depuis plusieurs mois, vous l'avez rappelé. Pour resituer les choses, rappelons la démission du président Bouteflika, puis la décision du Parlement réuni en congrès de désigner un président par intérim. Et il a été constaté que le terme de la période d'intérim prévue par la Constitution pour l'organisation de l'élection présidentielle a été franchi le 9 juillet dernier. Alors, deux voies parallèles continuent à coexister. Celle de manifestants qui expriment une aspiration forte, profonde à ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire de l'Algérie, et celle des autorités qui reposent sur la volonté de faire en sorte que la constitution algérienne puisse s'appliquer en l'état. Alors, dans ce contexte, le seul souhait de la France, c'est que les Algériens trouvent ensemble les chemins d'une transition démocratique. C'est ce que nous espérons pour l'Algérie, justement compte tenu de la densité des liens humains, de la profondeur des liens qui nous rattachent à ce pays.
C'est ce que Jean-Yves Le Drian a dit récemment à son homologue algérien, Sabri Boukadoum, lorsqu'il l'a rencontré à la GNU. Et nous sommes confiants, oui, dans l'esprit de responsabilité, de civisme, de dignité qui prévaut depuis le début des manifestations et qui suscite effectivement l'admiration. Et nous sommes attentifs à ce que cet esprit puisse continuer à s'exprimer pacifiquement, dans le respect de la liberté d'expression et de manifestation. La solution, il n'y en a qu'une, c'est le dialogue démocratique, et nous continuerons de nous tenir aux côtés de l'Algérie et des Algériens dans le respect et l'amitié qui président à nos relations. Monsieur Léonard, vous avez quelques secondes. Allez. La question était très simple. Qu'allez-vous faire, monsieur le ministre, pour faire que ces opposants, ces citoyens algériens puissent être libérés dans la mesure où ils sont aujourd'hui en prison sans aucune raison, et je compte avoir une réponse un peu plus précise que celle que vous venez de nous donner. Merci. La parole est à notre collègue Franck Montaugé pour le groupe socialiste et républicain. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, depuis des siècles, à mesure que l'agriculture contribuait par ses évolutions au progrès de l'humanité, l'activité des hommes et des femmes qui l'incarnaient était banalisée, petit à petit dévalorisée, pour finir par être aujourd'hui vilipendée, stigmatisée, voire incriminée. C'est cette incompréhension que nous disent ces jours-ci les agriculteurs qui se mobilisent. Au regard du temps long et des enjeux que nos sociétés doivent relever aujourd'hui dans l'urgence, le malaise qu'éprouvent les agriculteurs s'inscrit en réalité dans une crise de civilisation. Nous devons tous, collectivement, faire évoluer nos paradigmes dans l'agriculture, bien sûr, mais aussi dans les transports, le logement, l'énergie, etc. S'il y a malaise dans la civilisation, et je pense qu'à bien des égards, nous en sommes là, les agriculteurs ne doivent pas être les boucs émissaires d'une problématique qui concerne en réalité l'entière communauté des citoyens. Les paysans ne sont pas le problème. Ils sont une des solutions aux problèmes que nous devons résoudre collectivement et dans l'urgence. Alors, Monsieur le Ministre, dans ce contexte, quelle est votre stratégie, quel est votre plan d'action? Où en êtes-vous des prestations pour services environnementaux, acronyme PSE, qui permettraient que soit reconnu ce qu'apportent les agriculteurs à la société dans son ensemble, au-delà des biens nourriciers? Comment allez-vous compenser la baisse des crédits de la PAC pour la transition vers le bio ou la compensation des handicaps naturels? Qu'envisagez-vous pour la réalisation rapide d'ouvrages hydrauliques? Enfin, le constat étant fait que le ruissellement ne fonctionne pas non plus dans l'agriculture, comment envisagez-vous de répondre à la question de la revalorisation du revenu agricole pour laquelle la loi Egalim n'a produit à ce jour quasiment aucun effet? La parole est au ministre de l'Agriculture, Monsieur Didier Guillaume. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Montaugé, à nouveau, je ne peux qu'être d'accord avec vous sur le constat que vous avez fait, comme l'ensemble des collègues sénateurs, sénatrices, sur tous les bancs, mais je vais répondre précisément aux questions que vous posez. Aujourd'hui, la transition agroécologique, elle est indispensable dans notre agriculture. Elle devra se faire dans tous les domaines, dans la rotation et dans le changement des pratiques agraires et dans le changement des cultures, évidemment. Aujourd'hui, vous m'interrogez sur le bio. Il n'y a jamais eu autant d'agriculteurs qui sont passés en bio l'année dernière, 6 000 de plus. 10% des agriculteurs de ce pays sont aujourd'hui en bio. 7,5% de la surface agricole utile est en bio. L'objectif, c'est 15% en 2025. Nous nous en approchons et nous y arriverons, évidemment. Mais il faut aller plus loin. Et pour aller plus loin, il faut donner les moyens aux agriculteurs. Et c'est la raison pour laquelle la France se bat bec et ongle afin que le montant du cadre financier de la PAC ne baisse pas. Je l'ai déjà dit ici, évidemment, il va baisser à due concurrence du départ des Britanniques. Mais la France n'acceptera pas qu'une autre part de la PAC soit prise pour d'autres politiques. Il est indispensable de garder le montant de la PAC, ce qu'on appelle à UE 27, Union européenne 27. Et lundi, au Conseil des ministres de l'Agriculture à Bruxelles, à Luxembourg, je porterai au nom de la France un mémorandum concernant 20 pays européens, demandant à ce que le cadre financier du budget européen de la PAC reste le même.
À partir de là, évidemment, à l'intérieur du budget de la PAC, nous souhaitons que le premier pilier reste important. Il faut des aides directes, mais en même temps, nous allons entrer dans le premier pilier la transition agroécologique avec ce que l'on appelle dans le patois gersois l'éco-scheme, et que l'éco-scheme soit obligatoire pour tous les pays de l'Union européenne. Nous voulons une PAC intégrée, pas 27 PAC différentes. Et évidemment, à l'intérieur du deuxième pilier, les PSE seront mises en place. Nous en avons déjà parlé ici à votre initiative. Un débat s'est tenu au Sénat et je suis toujours dans cette perspective. Le gouvernement veut les accompagner et nous le ferons dans le cadre de la prochaine politique agricole commune. Merci. Monsieur Montaugé, vous avez quelques secondes. Merci Monsieur le Ministre. Vous étiez le rapporteur de la loi d'orientation agricole de 2014 qui a donné le la en matière d'agroécologie. Il faut absolument poursuivre dans ce sens et pour l'ensemble des agriculteurs de France. Merci. Je vais donner la parole à notre collègue Pascal Gruny et ensuite je saluerai nos collègues à l'issue de sa question du groupe d'amitié et de la délégation parlementaire de Macédoine du Nord. Madame la sénatrice. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture. Monsieur le ministre, depuis 15 jours, les agriculteurs subissent de plein fouet les conséquences de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. En Normandie et en Picardie, plus de 900 exploitations agricoles sont à l'arrêt. Près de 700 000 litres de lait sont détruits chaque jour pour un coût déjà supérieur à 3 millions d'euros. Les agriculteurs attendent avec impatience et appréhension les résultats des analyses des suies retombées sur les sols. Vous les annoncez pour la fin de semaine, mais pour eux, chaque jour qui passe est un jour de trop. Et plus grave, à ce jour, pas un centime ne leur a été versé. Vous comptez faire payer le pollueur, mais en attendant, c'est à la solidarité nationale de prendre le relais. Monsieur le ministre, cette nouvelle crise intervient alors que les agriculteurs étaient hier dans la rue pour crier leur détresse. Malgré leurs efforts considérables depuis 30 ans pour bâtir une agriculture durable et de qualité, l'agribashing qu'ils subissent est insupportable. Si l'on y ajoute la loi Egalim qui n'a rien changé à leur situation, vos tergiversations à Bruxelles qui font craindre pour l'avenir de la PAC et l'inquiétude dans laquelle vous les avez plongés avec le traité CETA, je vous pose cette question simple. Y a-t-il quelqu'un dans ce gouvernement qui défende encore nos agriculteurs et qui croit encore en l'agriculture française? Merci. Monsieur Guillaume. Merci, monsieur. Il y a un succès important cet après-midi. Monsieur le Président. Madame la sénatrice, je crois, et je vais répondre à votre question, mais je crois vraiment que lorsqu'on parle d'agriculture, il faut aussi parfois en parler de façon positive et pas totalement dire toujours ce qui ne va pas, parce que ce n'est pas comme ça que nous y arriverons. Je vais répondre précisément, mais oui, mais il y a une réalité, c'est pour ça que je vais répondre. Ce n'est pas en criant avec les loups qu'on règle les problèmes, c'est en travaillant sur le terrain. C'est la raison pour laquelle, concrètement, le gouvernement s'est mobilisé immédiatement avec Lubrizol dans la transparence totale. Les agriculteurs sont des victimes, ils ne sont pas responsables. Et c'est parce qu'ils sont des victimes qu'ils vont être indemnisés à 100%. C'est l'engagement que nous avons pris. Hier après-midi, les dirigeants de Lubrizol étaient au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Et ils ont annoncé qu'ils allaient faire des avances directes sur l'agriculture. Deuxièmement, sur la filière lait, les choses sont déjà claires, vous le savez. Nous avons travaillé avec le CNIEL, l'interprofession laitière, qui va prendre le relais d'avance. Oui, mais vous savez très bien que l'État ne peut pas verser des chèques à chaque agriculteur tous les jours. C'est pour ça que les avances vont être faites. C'est vu avec l'interprofession, c'est vu avec votre président de chambre d'agriculture. Donc voilà, les choses avancent et le CNIEL va faire les avances sur le lait. 400 000 € par jour. Vous pensez bien de lait détruit, vous pensez bien que plus ça ira vite, moins il y aura besoin de le dépenser. Et sur les autres sujets, avec notamment l'arboriculture et les autres cultures, nous avons travaillé hier après-midi encore avec le président de la Chambre d'agriculture. Le Premier ministre nous a demandé à Madame Borne, Madame Buzyn et moi-même d'être présents vendredi. Nous avons mis une cellule de crise qui se réunit quotidiennement. Nous mettons une commission de transparence et de vigilance. Et je l'ai annoncé hier à nouveau, tout sera fait le plus rapidement possible pour que l'indemnisation des agriculteurs soit là. Et je l'ai aussi affirmé au nom du gouvernement, il sera inimaginable qu'un seul agriculteur mette la clé sous la porte parce qu'il n'aura pas eu de trésorerie lui aidant à passer cette crise. Donc nous ne le laisserons pas faire cela. Ils sont victimes, ils ne sont pas responsables. Madame Gruny. Oui, merci Monsieur le Ministre.
on ne crie pas avec les loups. Hein. Ici, vous avez vu, sur tous les bancs, vous avez une question sur l'agriculture. Il y a le feu. Et chez nous, en plus, il y a une crise qui s'ajoute à la crise. Alors effectivement, les avances, les laitiers vont les faire. Mais ce n'est pas normal. Et ensuite, moi, j'ai une autre question qu'il se pose aussi. On dit que c'est l'usine qui va payer. Sauf que là, avec le principe de précaution, vous avez donc dit qu'il fallait arrêter les cultures, etc. Mais si le nuage n'est pas toxique, qui va payer ? C'est l'État, parce que ça ne doit pas être les agriculteurs. Et l'interprofession, elle n'est pas là, en fait, pour ces crises. Donc il y a beaucoup d'angoisse sur tous les sujets. Et sincèrement, oui, il y a des réunions, oui, il y a des rencontres. Moi, je peux vous dire qu'ils n'ont pas confiance en vous parce qu'ils veulent des actes. Merci. L'attentat à la préfecture de Paris a donc marqué ces questions au gouvernement. Tour à tour, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur puis son secrétaire d'État ont eu à répondre aux sénateurs sur ce sujet. Édouard Philippe a sensiblement répété la même chose qu'à l'Assemblée nationale, à savoir que le gouvernement ne se plaira jamais dans la position de dire que tel ou tel gouvernement n'est pas à la hauteur des enjeux. Je cite, ils ont pris des décisions qui toutes allaient dans le bon sens et je ne veux pas pointer aucune responsabilité, a-t-il affirmé. Christophe Castaner a lui répondu à la sénatrice Les Républicains Dominique Estrosi Sassone, qui était particulièrement offensive, reprochant notamment la naïveté coupable de l'État. Le ministre de l'Intérieur s'est principalement contenté de dérouler un bilan chiffré des actions du gouvernement en matière de terrorisme, avant de céder la parole à son secrétaire d'État à la question suivante. Peut-être une manière pour lui de garder ses forces avant son audition de demain matin devant la commission des lois du Sénat. Merci beaucoup Alice pour toutes ces explications et on poursuit le débrief de cette séance de questions d'actualité au gouvernement avec deux invités. Jacqueline Eustache-Brinio, bonjour. Bonjour. Sénatrice Les Républicains du Val d'Oise, également sur ce plateau, Rémi Féraud. Bonjour. Bonjour, vous êtes sénateur socialiste de Paris et nous allons parler ensemble du point marquant de cette séance de questions d'actualité au gouvernement. C'était d'abord l'intervention d'Édouard Philippe autour, bien sûr, de sa gestion de l'attentat à la préfecture de police de Paris. Le Premier ministre qui a appelé à faire bloc. On l'écoute. Je sais que lorsque des signaux faibles, comme on dit, c'est-à-dire des signaux qui ne se traduisent pas nécessairement par des signalements, mais des signaux faibles sont émis, je sais qu'il est parfois difficile. C'est vrai probablement dans un service de renseignement, c'est vrai dans une collectivité territoriale, c'est vrai dans une administration, c'est vrai dans une association, c'est vrai partout, mesdames et messieurs les sénateurs, et vous le savez tous, qu'il est parfois difficile de traiter ces signaux faibles, de transformer ces signaux faibles en une action. Et je ne veux pas pointer la responsabilité de ceux qui, s'étant posé des questions, auraient, le cas échéant, omis de transmettre cette information. Parce que, Monsieur le Président, je veux que nous fassions bloc. Jacqueline Eustache-Brinio, qu'avez-vous pensé de cette intervention du Premier ministre? Est-ce que vous êtes convaincu par la gestion de cet attentat et de ses suites par l'exécutif? Écoutez, je pense que ça serait responsable, à part d'élus, quels qu'ils soient, de faire une polémique sur un certain nombre de sujets. Mais sur ce sujet-là, on peut quand même poser des choses. Nous parler de signaux faibles, et que moi j'étais longtemps élu local, on a énormément travaillé en banlieue sur la radicalisation, on a formé le personnel sur tous ces sujets-là, mais qu'est-ce que ça veut dire les signaux faibles et les signaux forts? On les connaît, sauf que les signaux faibles dont on parle le ministre, ils n'étaient pas n'importe où. Les signaux faibles, quand c'est dans une administration comme celle de la préfecture de police, il faut quand même s'interroger. Quelqu'un qui se convertit, qui ne serre plus la main des femmes, c'était pas un employé à un supermarché. Il travaillait au sein d'un service qui avait accès à des données extrêmement confidentielles. Donc on peut pas dire ces signaux faibles. Bien évidemment, les signaux faibles, parce que vous ne serrez pas la main des femmes, que vous êtes terroriste. Mais à l'intérieur d'un service comme celui-là, on doit obligatoirement se poser les questions. Parce qu'on n'est pas n'importe où. On n'est pas n'importe où. Alors après, je voudrais juste dire deux choses sur la suite. Parce que aujourd'hui, c'est comme ça et on fait quoi demain?
Et là-dessus, j'aurais des choses à dire. Oui, Rémi Féraud, vous entendez Jacqueline Eustache-Brinio sur la perception de ces signaux faibles. Hier, Laurence Vichnievsky a dit est-ce que la conversion à l'islam peut être considérée comme un signal faible? Est-ce qu'on ne court pas le risque aussi de stigmatiser une population? Non, il ne s'agit pas de stigmatiser une population. Il s'agit, à partir de signaux faibles, de voir s'ils peuvent déboucher sur un signalement et d'avoir une attention à l'ensemble des personnels, mais de la préfecture de police, du renseignement, bien sûr. Soyons à ce stade un peu prudents parce qu'il faut qu'on obtienne l'ensemble des éléments d'enquête. Il va y avoir des auditions, des enquêtes internes au service de l'État, des préconisations ensuite. Il faut tirer les enseignements de chaque attentat. Ce que je constate, c'est que le Premier ministre a parlé de manière forte. Je pense aussi pour faire oublier un flottement, soyons gentils, dans les termes de communication au tout départ, après l'attaque. Qu'il nous demande de faire bloc et je pense qu'il est important de faire bloc. Mais je veux aussi dire que, puisque ça a été aussi un sujet très important abordé dans les questions au gouvernement cet après-midi, nous ne pouvons pas faire bloc en France et penser que cela sera efficace dans la lutte contre le terrorisme si parallèlement nous abandonnons nos amis et alliés kurdes face aux djihadistes en Syrie. La lutte contre le terrorisme islamiste, elle est globale et elle doit être globale. Intérieur et extérieur. Lors de cette séance de questions d'actualité au gouvernement, il y a également eu un échange marquant entre Dominique Estrosi Sassone et Christophe Castaner, toujours autour de cet attentat. On l'écoute. Ce n'est pas en jetant à la figure de ceux qui s'inquiètent du désarmement moral de notre société et de sa communautarisation l'adjectif islamophobe que nous gagnerons cette guerre. Depuis 2018, 362 personnes qui étaient inscrites au fameux fichier FSPRT ont été éloignées et on les a fait en sorte qu'ils quittent le territoire. Depuis 2017, 4 mesures ont été prononcées pour expulser des prédicateurs radicalisés. Depuis 2018, 129 débits de boissons, 12 lieux de culte ont été fermés, 9 établissements culturels et associatifs l'ont été aussi, des écoles ont été fermées, 503 contrôles CODAF ont été mis en œuvre. Et je conclus en vous disant que c'est en mettant tous ces moyens et en les mobilisant tous que nous lutterons pan à pan, mètre carré par mètre carré, pour qu'aucun mètre carré de notre République n'échappe à nos valeurs républicaines. Et pour poursuivre autour de cet échange, tout de suite on rejoint la salle des conférences où se trouve Alexandre Poussard avec Dominique Estrosi Sassone. Eh oui, Dominique Estrosi Sassone, on vient d'écouter votre question à Christophe Castaner. Est-ce que vous avez été convaincu par sa réponse sur la lutte du gouvernement contre l'islamisme radical ? Bien évidemment non. Le ministre s'est contenté de réduire la problématique de l'islam radical à une question de moyens. Aujourd'hui, on sait bien que ce n'est pas un problème de moyens. C'est avant tout un problème de courage et de responsabilité. Et malheureusement, face à l'islam radical qui porte atteinte aux lois de la République, qui a déclaré la guerre à notre société, c'est l'État qui doit prendre toutes ses responsabilités, l'État et lui seul. Et pour ce faire, seul l'État dispose de véritables moyens pour lutter contre l'islam radical, quitte effectivement à proroger et à trouver d'autres mesures pour être encore plus efficace. Mais encore une fois, l'État ne veut pas parler d'islamisme, dénie l'islamisme et dans une naïveté coupable et montre aussi que l'autorité de l'État, malheureusement, dans notre pays est bafouée et qu'il faut absolument aujourd'hui, non seulement bien sûr dire des mots, comme l'a fait le président de la République, mais ce n'est plus nécessaire. Il faut que les mots se traduisent par de véritables actes si on veut faire en sorte que notre société ne reste pas dans cette indignation, dans cette stupeur et dans cette colère. Très bien, passer des mots aux actes. Merci Dominique Estrosi Sassone d'avoir répondu à mes questions. Et oui, les paroles ne sont pas suffisantes, dit Dominique Estrosi Sassone. Jacqueline Eustache-Brinio, êtes-vous satisfaite par le fait que le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, ait finalement obtenu que soit annulée une manifestation qui était prévue à Gonesse, une manifestation en soutien à Mickaël Harpon. Vous-même, vous aviez demandé cette interdiction. Non, mais si je n'étais pas intervenue, cette manifestation, elle avait lieu. Parce que, en fait, Gonesse, c'est quand même mon département. Et Gonesse, il y a un nid de salafistes. Tout le monde le sait. L'imam, d'ailleurs, salafiste, on ne sait même pas où il est. Il a été frappé d'une obligation de quitter le territoire, il n'est jamais parti. En 2015, bon, voilà, effectivement. Il n'est jamais parti, enfin bon, pour des raisons que tout le monde connaît. Mais ce que je veux dire, c'est que
celui qui était à l'initiative de cette pseudo-manifestation en soutien aux terroristes, quand même, Adama Traoré. Adama Traoré, moi je vais vous le citer son nom, sa vidéo, elle tourne sur YouTube depuis dimanche. Depuis dimanche. C'est une honte, les propos qu'il a. Enfin, même lui-même, il devrait être probablement condamné pour ses propos. Sauf que moi, j'ai appelé la préfecture du Val-d'Oise hier matin. Et on me dit hier matin, oui, c'est très compliqué d'interdire les manifestations, on ne sait jamais, le TA ne va pas nous suivre. Donc en fait, si je n'avais pas fait ce communiqué de presse que j'ai inondé partout, le préfet... alors que le ministre ne sache pas qu'il y ait cette manifestation prévue, ça je l'entends. Oui. Et en fait, c'est parce que le ministre hier soir a demandé au préfet d'interdire que le préfet m'a appelé ce matin pour me dire j'interdis. Mais c'est ça qui ne va pas dans notre pays. Il faut arrêter d'être dans le déni, il faut arrêter. Et tous celles et ceux qui sont sortis de la ligne de la République, eh bien, il faut les dénoncer, les pointer et les sanctionner. C'est l'avenir de la cohésion de notre pays qui est en jeu aujourd'hui. Ce n'est pas que le terrorisme, c'est ça. Parce qu'on parle du terrorisme, mais on ne parle pas des pans entiers qui sortent de la République, de la laïcité et de ce qui doit faire en sorte que nous puissions vivre ensemble. L'islam radical est un fléau, l'islam politique est un fléau. Ce n'est pas des mots, ce sont des actes dont nous avons besoin. Rémi Féraud, est-ce que vous jugez que nous sommes aujourd'hui dans le déni? D'ailleurs, Emmanuel Macron, hier, a appelé toute la société française à se mobiliser contre l'hydre islamiste. Il a appelé l'ensemble de la société à se mobiliser. Oui, j'ai entendu son discours qui était... d'ailleurs, s'inscrivait dans la lignée de ceux de François Hollande, de Manuel Valls, de Bernard Cazeneuve. Il faut bien sûr qu'il y ait une mobilisation de toute la société. Ça ne doit pas dédouaner l'État, bien sûr, de son travail. Il faut être très ferme sur l'apologie du terrorisme. Cette manifestation envisagée était absolument scandaleuse et une provocation qui a peut-être d'ailleurs aussi pour but de provoquer la colère des Français. Le terrorisme et son apologie, ils ont pour objectif de fracturer une société pour la détruire. Nous devons être clairs entre nous là-dessus pour justement faire bloc. Et puisqu'on en parlait, je trouve que les propos... Monsieur s'inscrivent tout à fait dans l'apologie du terrorisme. Le principal signal faible, j'aime pas beaucoup le mot, qui aurait dû alerter davantage sur Michael Harpon, c'est bien le fait qu'il ait justifié visiblement auprès de certains de ses collègues de travail l'attentat contre Charlie Hebdo. C'est vraiment, voilà, il faut vraiment qu'on soit... Ces terroristes, ils le font au nom d'un engagement religieux. C'est pas, voilà, il faut dire ce qu'il y a derrière. Hein. Voilà, il ne faut pas nier ce qu'il y a derrière. Et ça, c'est un combat qu'on doit tous mener. L'État, les élus, les habitants. Merci. Sans transition, hein, on va maintenant revenir salle des conférences. Alexandre, vous êtes avec François Patriat, le patron du groupe LREM, car il va se tenir dans quelques instants un débat sur la politique migratoire à la demande du gouvernement dans l'hémicycle. Oui, François Patriat, qu'est-ce que vous attendez de ce débat sur la politique migratoire? Est-ce que vous attendez des mesures du gouvernement, notamment sur des quotas de migrants économiques? Bon, ça c'est un raccourci que vous me proposez. Je crois que ce débat sur l'immigration, c'est le chef d'État qui l'a voulu. Et il a bien dit qu'il serait répété chaque année. Pour montrer que ce gouvernement ne reporte pas le problème et n'attend pas qu'on soit dans une crise paroxystique pour débattre d'un sujet qui intéresse tous les Français. Et on voit bien qu'avec les dérives qui se passent aujourd'hui, telles que celles qu'on vient de vivre dramatiquement il y a quelques jours, on voit bien que ce sujet, il faut s'en saisir tous les jours. S'en saisir ici, c'est le faire avec un sens de la responsabilité et sans naïveté. C'est-à-dire ne pas rejeter les problèmes, ne pas se dissimuler et dans le même temps, ne pas faire tous les jours du bouc émissaire et dramatiser. Je crois qu'il faut prendre les choses avec beaucoup de responsabilité, de hauteur et en même temps d'engagement. Donc il y aura des mesures. Je crois que le Premier ministre en a déjà annoncé lors de ce débat à l'Assemblée nationale. Il a parlé de mieux accueillir. Il a parlé de l'aide au développement, qui permet aux gens de rester chez eux. Il a parlé aussi demain de comment revoir Schengen, comment retrouver une unité européenne en la matière. De durcir la naturalisation également. Mais bien entendu, de durcir aussi que les conditions, vous savez le nombre de gens qui sont naturalisés par rapport aux gens qui demandent. Et on voit bien que c'est parce qu'il y a eu des demandes de droit d'asile qui ont monté en flèche de 22% depuis 3 ans que le gouvernement a décidé de prendre vraiment le problème à bras le corps. Et il le fait alors que dans le passé et avant, on éludait le sujet. On le traitait de façon soit provocatrice, soit naïve. Là, le fait de traiter les sujets régaliens, et celui-ci en particulier, dans un débat qui j'espère aura de la tenue, avec une déclaration des ministres, qui va donner le tempo à ce débat et qui va donner surtout la politique de la France pendant les années qui viennent. Mais avec ce débat annuel sur l'immigration, est-ce qu'il n'y a pas quand même un enjeu électoral d'aller sur les terres de la droite, de l'extrême droite? Non mais, parce que
ce sujet est-il réservé à un secteur, à une partie de la population politique? Non. Je crois que l'immigration est un sujet qui préoccupe les Français. On l'a bien vu au moment des Gilets jaunes, il apparaissait que 54 à 64% des Français se préoccupaient sur l'immigration. On disait qu'on accueillait trop d'étrangers. Donc c'est bien un sujet qui intéresse les Français. Et qu'aujourd'hui, la majorité et le gouvernement s'en dessaisissent, serait alors une défaite politique. Et ce n'est pas ce que fait le gouvernement aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup François Patriat. Je vous laisse aller dans l'hémicycle pour ce débat sur la politique migratoire. Merci. C'est la fin de cette émission consacrée aux questions d'actualité au gouvernement. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur les chaînes parlementaires.